a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, né de Campus Corté vous présente Dévalidation. Bonsoir chers auditeurs, vous êtes sur Radio Nebbia 90.6 Corté. Je suis ce soir en très bonne compagnie. Exceptionnellement, je serai accompagné de 2 personnes et pas un seul spécialiste, 2 hydrobiologistes, Antoine Orsini et Christophe More, et que je vais laisser se présenter succinctement. Antoine commence. Bonsoir, Antoine Orsini, hydrobiologiste à l'Université de Corse. Voilà, passionné par tout ce qui est eau. Alors les eaux douces essentiellement. J'aime pas l'eau de mer, j'aime pas le sable, ça rentre dans le slip. Faut pas qu'il y ait de pastis non plus, on est d'accord? Pas trop de pastis. Bon, ça va. Christophe, à toi. Alors Christophe More, moi je suis enseignant-chercheur comme Antoine, on travaille dans le même labo sur les mêmes problématiques d'eau douce et je suis aussi responsable du Master Sciences de l'eau et environnement à l'université. D'accord. Alors moi, en vous faisant venir, je me posais une question. Dans ma famille, il y a beaucoup d'agriculteurs, voyez, et je me posais la question de qu'est-ce que les changements climatiques vont faire encore sur les capacités de l'eau, le captage de l'eau, et est-ce qu'éventuellement cette eau captée va servir plutôt de l'électricité, plutôt de l'agriculture? Qu'est-ce que ça va changer tout ça? Alors, dès qu'on parle de consommation d'eau et de consommateurs, c'est vrai que l'agriculture arrive en numéro 1. Globalement, dans le monde, 70% de l'eau consommée, c'est l'eau, l'usage agricole. On va revenir à la Corse, je passe sous ton contrôle, Christophe, je pense que c'est pas loin de 80 millions de mètres cubes utilisés pour l'agriculture, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier consommateur. Donc quand on va demander de faire des économies, il faut commencer par demander à ceux qui consomment le plus. Après, je serais méchant en disant, il faut demander aussi à ceux qui polluent le plus. Moi, je dis toujours, les agriculteurs, j'en ai dans la famille, c'est bien, on se fâche un peu, mais après, ils commencent à réfléchir, dire, vous consommez le plus et vous polluez le plus. Donc, voilà. Après, on a l'eau domestique. Après, il y a l'eau industrielle. Alors, l'eau domestique, on a besoin en Corse de 40 millions de mètres cubes. Et pas oublier que sur les 40 millions, 20 millions proviennent d'eau souterraine. Là aussi, on peut nous demander... C'est un stock qui se renouvelle bien ou c'est un stock qui a tendance à baisser? Alors, les eaux de surface, Christophe le dira mieux que moi, hein, Christophe. Sur les eaux de surface, qu'est-ce que tu as enregistré? Des baisses quand même, depuis que tu étudies. Alors, sur les eaux de surface, quand on regarde un petit peu la pluviométrie et les débits dans les cours d'eau, on s'aperçoit que la pluviométrie est très complexe à analyser. Par contre, dans les cours d'eau, on a une baisse de l'ordre de 30%, une baisse annuelle de l'ordre de 30%, et on a des diminutions de l'ordre de 50% sur nos grands cours d'eau en plein été. Donc en période de stress, en période tendue, on se retrouve avec la moitié d'un cours d'eau qu'on aurait eu dans les années 60 ou 70. Alors souvent, en Corse, on parle de la montagne au milieu de la mer, mais du coup, l'eau qui tombe, elle va vite dans la mer, elle arrive vite dans la mer. Est-ce qu'on la capte bien, assez? Est-ce qu'on en gaspille pas trop, entre guillemets? Alors, il y a le gaspillage, c'est clair, il y a du gaspillage. Il y a du gaspillage dans les fuites dans les réseaux. Quand on a des réseaux fuyards, comme on dit... J'ai eu ça en Balagne il y a 2 étés, là. C'est du gaspillage, mais il n'y a pas que la Balagne. Même à Corté, à un certain moment, il y avait des réseaux fuyards dans l'eau potable, dans les réseaux agricoles, il y a 50% de pertes. Donc ça, c'est de l'eau qu'on perd. Alors, on ne la perd pas, mais on peut. Alors après, il y a l'histoire des stockages. Est-ce que demain, on va faire comme les sardes, des gros stockages? Les gros stockages, c'est un gros problème. C'est un problème financier d'abord. Ça coûte cher. C'est un problème écologique. Ça barre les rivières. Et c'est un problème après de cacher les possibilités de faire des économies. Parce que si on dit aux gens, bon, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on stocke 100 millions, demain on stockera 1 milliard. Et les gens ne feront pas d'économie. Mais 1 milliard, ça ne suffira pas. En Sardaigne, 1,8 milliard, ça ne suffit pas aux Sardes. Sur le continent, Christophe, raconte-nous toujours ton histoire d'agriculteur qui demandait les 11 barrages sur le continent. Alors, c'est vrai que dans la région Aquitaine, dans les années 70, il y avait cette problématique, ces besoins en eau, toujours plus croissants. La région Nouvelle-Aquitaine et particulièrement le sud, côté Pyrénées, vous avez beaucoup d'agriculture et d'élevage. Donc il y avait un besoin d'eau assez prégnant.
Et donc il y a eu une demande pour avoir des barrages et des retenues collinaires. Alors ça a été fait dans les années 70-80, il y a eu la construction de plus de 70 retenues. Eh bien aujourd'hui la demande est encore croissante parce que ces 70 retenues ont servi à irriguer essentiellement des champs de maïs pour pouvoir nourrir les bêtes, et aujourd'hui la demande a augmenté. Donc on est toujours dans une relation avec les agriculteurs assez particulière. Actuellement on parle beaucoup d'agribashing. Je crois qu'il faut être assez équilibré. L'agriculteur, c'est celui qui nous nourrit. Il faut essayer de trouver une position relativement équilibrée entre les deux. Et pour revenir à votre question tout à l'heure sur les cours d'eau, sur ce qui pleut en Corse et ce qui arrive dans les rivières et finalement dans la mer. Souvent, il y a cette image qui a été colportée par pas mal de monde de dire l'eau se perd en mer. L'eau ne se perd pas en mer. L'eau, quand elle s'écoule dans la rivière, elle favorise un écosystème, elle fait fonctionner un écosystème qui a une grande importance parce que cet écosystème permet de redistribuer de l'eau dans les périodes qui sont plus sèches, ce qu'on appelle les périodes d'étiage, et surtout fait fonctionner une biodiversité qui elle aussi est importante dans un cadre d'érosion, vraiment d'érosion, j'allais dire mondiale de la biodiversité. On a besoin de ces zones humides qui sont ce qu'on appelle des hotspots, donc des zones particulières dans lesquelles on trouve une forte concentration. Donc au final, il vaut mieux pas tout capter, justement. Non, il faut capter, j'allais dire juste ce qu'il faut, et l'utiliser de façon renouvelée. Donc le juste ce qu'il faut, c'est bien évidemment des choix politiques qui sont faits en amont. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'en Corse, on produisait entre 2 et 5% de ce qu'on consomme. C'est quand même peu, et ça représente quand même 70% à peu près de ce qui est consommé en eau. Aussi peu, ça consomme autant ? Oui, mais c'est clair. Là aussi, parce qu'on n'a pas... Moi, je crois à une révolution dans l'agriculture. Tout à l'heure, Christophe disait, en Nouvelle-Aquitaine, ils arrosent le maïs. Pire, ils arrosent du maïs dans des zones sableuses. Donc, ça veut dire que l'eau s'infiltre tout de suite. Donc, aujourd'hui, il faut bannir le maïs. Alors, des gens me disent, mais qu'est-ce qu'on va donner à nos bêtes ? Il faut donner du sorgho, qui consomme 50% d'eau au moins. Il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on va, quand on voit les luzernières et autres prairies arrosé en plein mois d'août, en plein midi. Aujourd'hui, il faut revenir à des graminées méditerranéennes qu'on peut cultiver en sec. Moi, je crois à la culture en sec, c'est-à-dire planter et labourer en hiver, parce qu'on a des hivers de plus en plus doux, en plaine. Parce qu'un jour, l'accro, le foin qui vient de l'accro, les gens de l'accro vont nous dire un jour « Oh les Corses, allez vous faire voir, on n'en a pas assez pour nous, on ne va pas vous en donner pour vous ». Et ce jour arrivera relativement vite parce que le Rhône est en déficit très important, on sait très bien, on sait aujourd'hui pertinemment, il y a des études qui ont été menées dans le domaine, on a une modélisation dessus, on sait très bien que la Camargue, on va compter les jours de la Camargue, on va compter les années de la Camargue, à la fin du siècle, il n'y aura plus de Camargue. La Camargue, ça sèche. Donc les belles graminées de la Camargue, on ne les aura plus assez rapidement. C'est vrai que changer nos pratiques de culture, ça va être très important. Peut-on continuer à irriguer de la vigne comme ça ? Une partie de la vigne est irriguée aujourd'hui, on va aller vers 100% d'irrigation. Il faut savoir qu'on a de la spéculation foncière dans le sud de Londres pour acheter des terrains sur lesquels on va produire aussi du vin. Donc, il faut bien s'imaginer que nos pratiques, nos cultures, ce qu'on voit aujourd'hui, les champs qu'on voit aujourd'hui, ce ne sera pas les champs de demain. Et plus tôt on réagira, et plus tôt l'effort sera moindre. À chaque fois qu'on attend, la marche s'élève. Donc ce sera peut-être un petit peu méchant de ma part de vous poser la question, à vous, spécialistes de la question plutôt scientifique que de la question politique. Mais comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça à un agriculteur ? Je veux dire, bon, je ne vais pas dire celui qui fait de l'olivier parce qu'il a moins besoin d'eau, mais je veux dire, celui qui fait du maïs, comme on disait, est-ce qu'on va vers... Imaginez demain, voilà, moi je suis Gilles Siméon et vous avez la capacité de me donner ce conseil-là. Voilà. Est-ce qu'on va plutôt vers une interdiction ferme ou est-ce que... Alors, pendant longtemps, à l'Office de l'environnement, puisque je suis administrateur depuis quelques années, on parlait d'éco-conditionnalité des aides. C'est-à-dire, on va aider quelqu'un qui est écolo, ou du moins un projet qui est écolo. Moi, je parle d'hydroconditionnalité des aides. Qui c'est qui décide qu'est-ce qui est écolo ? Non, après, il y a un conseil d'administration qui décide. Ce projet, il l'aide dans l'ère du temps écologique. On l'aide, aussi on n'aide pas.
C'est l'Office de l'environnement. Moi, je crois qu'à l'Office hydraulique, il faut aider les projets qui sont hydrocompatibles. C'est-à-dire, demain, est compatible avec les économies d'eau. Pour l'instant, c'est pas le cas. Aider, mais bien sûr que non. Aujourd'hui, on va aider quelqu'un qui va faire du maïs. C'est un scandale de faire du maïs en Corse. Je peux rajouter aussi que le maïs, et c'est là qu'intervient une notion de politique plus large, le maïs est subventionné par l'Union européenne, ce qui est une catastrophe en soi. Comment subventionner le maïs dans une région comme la Corse, soumise à des stress hydriques intenses? Et quand c'est qu'on va arroser le plus le maïs? C'est justement en août et en septembre, quand on a le plus besoin d'eau, quand on a les touristes. Donc vous voyez, il y a même... Alors là, Antoine parlait de politique régionale, mais vous voyez qu'on parle aussi de politique nationale et internationale. On en arrive à la PAC finalement. Et en fait, ce qui doit se décider doit venir aussi de l'Europe. Et l'Europe, il y a la prise de conscience. L'Europe, il y a les lobbies aussi derrière. C'est compliqué. Il y a les vendeurs de graines aussi derrière. Vous voyez, qui se concentrent, qui évitent le développement aussi de toutes les spécificités régionales. Et le microcosme corse ne peut pas nous épargner ça. On est toujours absolument dépendant de ces degrés d'institution. Moi, je crois qu'à un certain moment, on peut devenir. Oui. On pourrait le faire. Alors, moi, je crois Antoine, une vraie révolution. Tu as plus de doutes, toi. Je crois une révolution. Je crois qu'on est interdépendant avec la France continentale et l'Europe. Mais on peut essayer de... On a une marge de manœuvre. Moi, je crois à l'exemple aussi. Je crois à des zones où on pourrait faire de l'expérimentation et ça marcherait. Pour revenir sur la viticulture, Christophe a raison en disant aujourd'hui il y a de la spéculation en Angleterre. Tétinger vient d'acheter 40 hectares, il vient de planter 40 hectares, c'est pas qu'acheter. Bon, il ne fera pas du champagne là-bas, c'est interdit, mais du vin mousseux, là-bas ils appellent ça vin mousseux, les Anglais. Bon bref, mais la question n'est pas là. Nous on a fait c'est surtout Christophe qui fait des modèles, et donc on se dit qu'en 2100, si on veut garder le même climat d'une vigne à Calvi, il faudra migrer vers la France de 750 km. Donc globalement, il faudrait aller planter au-dessus de Lyon, enfin au niveau de Luxembourg. Bon, voilà. Mais après, non, il y a l'autre aspect. Vous avez compris, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est-à-dire, Tétinger l'a fait d'aller en Angleterre, mais peut-être que les viticulteurs corses, ils n'ont pas envie de le faire. Alors nous, on leur a dit autre chose. On leur a dit, par contre, si vous montez de 700 mètres, si vous plantez la vigne à 700 mètres. L'altitude. Voilà, on peut jouer sur la latitude, mais on peut jouer sur l'altitude. Et la pluviométrie, c'est suivra. Ah non, mais la pluviométrie, Christophe l'a dit après justement. Ou l'ensoleillement, enfin j'ai d'autres conditions. Non, mais la pluviométrie, le signal n'est pas clair, mais ce sont les températures élevées. Aujourd'hui, des températures élevées et surtout le nombre de journées où il fait plus de 30 degrés, on se prend quasiment une semaine tous les 10 ans. Une semaine de journée où il fait plus de 30 degrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le raisin, il a un taux d'alcool élevé, n'en parlons pas. Et puis, il y a un taux d'acidité qui baisse. Donc, globalement, le vin n'a plus le même goût. Et donc, ça peut remettre en cause les AOC ou les AOP. Je vais tempérer les ardeurs d'Antoine sur la plantation de la vigne en montagne. 700 mètres, ce n'est pas la montagne. Simplement. 550 mètres, c'est l'altitude moyenne de l'île. Hein. Donc, je vais le tempérer en disant que... Donc, c'est pas la montagne, du coup. L'altitude joue beaucoup, c'est vrai, mais l'altitude, c'est là que vous allez continuer à avoir des températures un petit peu plus faibles, mais il faut savoir que c'est là qu'elles vont augmenter le plus. Malheureusement, quand vous entendez le rapport du GIEC, on a eu la COP qui s'est ouverte hier à Madrid. On est, depuis 1850, on a fixé aujourd'hui le 1,1 degré. On a eu 1,1 degré d'augmentation depuis l'ère industrielle. Sur l'île, on a notre 1,1 degré quand on est sur le littoral, c'est vrai, sur Bastia et sur Ajaccio. Mais quand on est en montagne, on dépasse les 2 degrés, comme à Corté, par exemple. Et si vous montez au lac de Nîmes, par exemple, vous dépassez les 3 degrés d'augmentation depuis 1850. Donc vous voyez que l'estive pour le vignoble, c'est pas gagné quand même. Alors, ça, c'est une situation qui est dans toute la Méditerranée. Hein, ça ne concerne pas que la Corse. C'est clair. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres ? Alors, il y a des régions, d'abord, qui n'avaient pas beaucoup d'eau. Si on parle des îles méditerranéennes, on peut commencer par Chypre. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un paysage sans eau ? À Chypre, il y a des rivières qui ne coulent pas. Oui, qui coulent quand il pleut, comme il pleut 30 jours par an, de mémoire, ou 31 jours par an, c'est monstrueux. Voilà. Et ils arrivent à vivre, mais il y a aussi, là on en revient aux politiques. Oui, ils importent énormément. Voilà, alors non seulement ils importent par bateau, mais il y a eu
un choix politique de l'Europe d'amener par un aqueduc sous-marin, d'amener de l'eau, mais la condition, c'était que Chypre du Nord, qui est plutôt pro-turc, et Chypre du Sud, plutôt pro-grec, ou l'inverse, je ne sais plus, qui est plus cette frontière politique, qui est le partage de l'eau. Oui, Donc oui, où là, l'eau serait plus le nœud du problème, de la guerre liée à l'eau, mais serait le nœud de la solution et de la paix. Ça peut marcher, mais Oui, c'est pas toujours évident. c'est un outil de stratégie géopolitique. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est en tout pour cas sûr, ouais. un outil de développement. Chypre, il y a du touriste. Bon, après, ils font du dessalement d'eau de mer, ce qui n'est pas... Là aussi, on peut se poser la question. Donc, avec toute cette eau qu'on a autour de la Corse, faisons du dessalement d'eau de mer. Mais le problème, c'est que stratégiquement, voire pour ne pas dire politiquement, ça veut dire qu'on fait une croix sur l'agriculture. Le dessalement d'eau de mer, c'est que pour l'eau potable. Hein. C'est que pour l'eau potable, c'est clair. Et ça coûte cher. C'est quand la dernière fois qu'on a eu autant d'écart? Est-ce que ça... je parle en termes de température. Hein, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a eu 3 degrés d'écart? Alors, à l'ère... on parle de quoi? Différence été-hiver? Moi, je ne comprends pas bien votre question. Alors, ou alors de différence depuis les ères, depuis la géologie. Tout à fait. Parce que là aussi... Tout à fait. Est-ce qu'à ces moments-là, on va dire, pour parler vite et presque vulgairement, est-ce que l'humanité s'est arrêtée à ce moment-là, quoi? Alors, je vais vous dire, les climato-sceptiques, il y a même un groupe... Je me fais l'avocat du diable, tu as compris, Antoine. Hein. Bien sûr. Il y a même un groupe sympathique qu'on appelle les climato-réalistes. Bon, ça veut dire que nous ne sommes pas, eux le sont. Et moi, j'avais fait un débat... Vous pouvez le trouver sur Internet. J'avais fait un débat avec un prof quand même, comme nous, hein, des profs d'université, un prof de maths, donc une association de climato-réalistes. Bon, avec I Love CO2, donc c'est pas trop sympa. Bon, les climato-réalistes, j'ai fini par dire, mais voilà, vous êtes un climato-sceptique qui avance cagoulé. Et les cagoules, nous encore, on n'aime pas trop. Bon, alors, donc je vais vous expliquer pourquoi. Cette personne disait, comme tous les climato-sceptiques, disait « Non, mais la planète a connu des changements. Qu'est-ce que vous faites chier avec vos 2 petits degrés ?» Alors, je prends, il y a 500 millions d'années, on avait 14 degrés de plus. Il y a 300 millions de degrés, on avait 6 degrés de moins. Bon, après, vous avez compris, j'exagère. Je ne vais pas parler des aires géologiques. Là, je vais parler de ce qui se passe depuis 10 000 ans. 10 000 ans, c'est rien. 10 000 ans, ce sont les dernières glaciations, c'était le retrait des glaciers, 10 000 ans. De 10 000 ans à aujourd'hui, la température a oscillé de 2 degrés. 1,8 précisément. Allez, mais Christophe, donc, 2 degrés. Donc on a été à 2 degrés en 10 000 ans, et d'un coup, on a pris 3 degrés. C'est ça. Donc ce n'est pas un cycle. Oui, ça peut être un cycle à 500 millions d'années, mais 500 millions d'années, je ne sais pas où on sera. Hein. Et la question initiale, c'était est-ce que l'homme a vécu ça? Donc l'homme n'a pas vécu d'augmentation de température telle sur des périodes aussi courtes, pour répondre à ta question. Alors le problème, la vie ne s'est pas arrêtée pour autant, malgré des -6 et des +12. Mais la vie a eu le temps de s'adapter. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre en Corse, en Méditerranée ou éventuellement en Europe selon vos domaines de spécialisation? Qu'est-ce que vous voyez, vous, en labo? On va se partager parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je commencerai par parler de ce qu'on connaît particulièrement, ce sont les insectes. Les insectes, c'est la base de la chaîne alimentaire. La base de la chaîne alimentaire pour les oiseaux, les chauves-souris, etc. Ces insectes, depuis les années 70, il y a plusieurs études qui ont montré qu'on a une chute drastique des insectes. C'est ce qui disparaît le plus. On prend toujours l'image des véhicules, pour ceux qui connaissent, qui ont connu les années 70. Quand on arrivait quelque part et qu'on avait roulé pendant 1 heure, la voiture était maculée de cendres de petits insectes. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez rester 1 an sans nettoyer votre voiture, vous n'avez rien dessus, à moins que vous soyez pris de la boue dessus, mais sinon, vous risquez rien du côté des insectes, malheureusement. Donc on a une chute de ces insectes qui entraîne la chute automatique par effet domino de tout un tas d'autres espèces. Et ça, évidemment, un jour, ça va avoir des conséquences. C'est un petit peu comme une pyramide dans laquelle vous enlevez des moellons, et un jour, vous avez un moellon qui fait tomber une arête. Ça veut dire qu'on va déstabiliser le vivant. Et pourtant, il y a toujours les moustiques pour nous, hein. On est d'accord. Vous aurez les espèces qui auront des cycles biologiques les plus adaptés. Les moustiques en font partie. Et là, Christophe a évoqué ce qui disparaît, mais après ce qui apparaît, ce qui nous vient d'Afrique. Et quand je dis d'Afrique, pas seulement d'Afrique du Nord,
Donc les maladies, des parasites. Vous savez, lorsqu'avec Christophe, on parlait de la dengue et du chikungunya, on disait qu'on était dingue. Il n'y a même pas de jeu de mots. Bon, et c'est arrivé. C'est arrivé. Par contre, on n'a même pas vu venir la bilharziose. La bilharziose, c'était en Afrique équatoriale, même pas en Afrique du Nord. Cameroun. La bilharziose, on l'a eu. On a eu plusieurs cas. Qu'est-ce que c'est la bilharziose? C'est un parasite qui est donc africain, qui a besoin d'eau, on en revient pourquoi on le connaît, parce qu'on a besoin d'eau, d'un autre intermédiaire qui est un petit coquillage aquatique, on va dire. Le bulin. Le bulin. Bon, maintenant c'est connu. Bon, alors là aussi, on vit très bien au Cameroun, en Afrique équatoriale, on voyage même. Donc moi je ne suis pas pour ceux qui disent ça va être une catastrophe. Lorsqu'on a dit qu'en 2030, on aura en Corse, sur nos côtes, le climat de Tunis, ça fait rire les gens, sauf que quand ça a été repris par la directrice nationale de Météo France en parlant de la Tunisie et de la Corse. Bon, voilà. Donc, et je dis toujours... 2050. On vit... Ouais, 2050, entre 2030 et 2050. Alors, je dis toujours... C'est demain, 2030, avant les événements, 2050, avant les événements en Tunisie, avec ma femme, tous les mois de janvier, on allait en thalasso en Tunisie. Oui, donc, ça sera bien, on fera de la thalasso chez nous, mais on ne gère pas l'eau de la même manière. Donc, moi, je ne suis pas catastrophique. Les espèces vont s'adapter, mais nous aussi. Mais il faudra s'adapter vraiment. Il ne faudra pas mettre de pelouse dans les ronds-points. Est-ce que les espèces vont s'adapter ou est-ce que les espèces vont s'échanger? C'est-à-dire que finalement, nous, on va avoir des espèces tunisiennes au lieu d'avoir des espèces corses, même si, bon, je ne suis pas spécialement chauvin si le scarabée est corse ou tunisien. Moi, ça ne me change pas grand-chose. Mais est-ce qu'il va falloir emmener des nouvelles espèces parce que le climat, sinon, nous laisserait... une main devant, une main derrière, façon de parler? Ou est-ce qu'on peut vraiment parler d'adaptation, comme tu disais, Antoine? Non, mais le changement climatique, ça va être une immense partouze entre des animaux qui vont arriver d'Afrique et puis de ceux qui resteront un peu en Europe. Hein. Et ce mélange va créer probablement de nouvelles espèces et de nouvelles... Dans 100 ans, on n'aura plus les mêmes... Je sais pas, moi, dans les rivières, on aura des amibes comme en Afrique. On aura aussi des araignées, des serpents. Donc, moi, je n'ai pas peur de ça. Non, je n'ai pas peur de ça parce que quand on verra pas, surtout. Quand on voyage, quand on voyage à l'étranger puis qu'on descend, on connaît bien l'Afrique, hein, Christophe. On connaît bien l'Afrique. Et tiens, aujourd'hui en cours, je parlais de l'oasis de Siwa, un truc où il n'y a pas d'eau et où j'ai vu quand même pousser des choses. Et c'est en plein milieu du désert égyptien. Bon, voilà. Mais on ne gère pas l'eau de la même manière. Non, mais je vais te refroidir un petit peu là, puisque on parle de changement climatique. Je vais te refroidir. On a quand même en prévision qui va arriver très vite. Des disparitions. 2050, le climat de Tunis. 2070, le climat de Djerba. Et 2100 à peu près, 2100-2120, le climat du Caire. Et bon, à horizon 2200, c'est le climat de Mercure directement. Mais pour le coup, il y a aussi beaucoup d'espèces qui disparaissent. Bien sûr. Celles-là, elles ne sont pas délocalisées. En particulier, il me semble que pour les insectes, depuis les années 70, c'est, je ne sais plus, je crois 60% des espèces d'insectes qui ont disparu. 60% des populations d'insectes, particulièrement tout ce qui est aquatique, est particulièrement touché. On a les insectes, on a des batraciens aussi qui sont particulièrement sensibles. Du côté africain, par exemple, en Équateur et tropique, on a la disparition de 80-90% des batraciens parce qu'ils sont au contact de l'eau et l'eau est particulièrement sensible au changement climatique. Antoine parlait tout à l'heure de la bilharziose. Il faut préciser que pour avoir la bilharziose, il faut avoir des flaques d'eau qui dépassent les 30 degrés dans la rivière. Et là, la bilharziose, on l'a trouvée dans le Cave ou dans la Solenzara. La bilharziose, on la trouvera dans toutes les rivières de Corse en 2080-2090. Et c'est quelque chose qui, tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui peut attaquer les êtres humains, on est d'accord. On a juste parlé de l'aspect... Ça crée des pathologies, effectivement. C'est un parasite humain. Hein, il y a beaucoup de maladies comme ça à attendre. Mais c'est clair, il faudra s'attendre à d'autant plus que ça va, d'autant plus Antoine, que ça va arriver sur les populations qui ne les, entre guillemets, subissent pas depuis... longtemps, donc n'ont pas eu un certain nombre de mécanismes d'adaptation qui ont été mis en place, qui ont sélectionné. Voilà. En Corse, le paludisme, y compris après l'adaptation avec le problème de sang qui a changé, hein, comment tu l'appelles cette maladie, Christophe? Quand on a la forme des globules, hein,
les massifs falciformes. Voilà, ça c'est une adaptation au paludisme, donc on va peut-être s'adapter à des cochonneries, mais il faudra du temps. Mais par contre, l'homme sera touché par ce genre de maladie, hein, et il faudra former les médecins. Parce que l'histoire de la bilharziose, je crois qu'il y a 500 000 morts par an. Bon, en Corse, les gens ne sont pas morts. Les gens sont, surtout des touristes, c'était des touristes qui se baignaient dans le cave, ne sont pas morts. Mais quand même, pendant 3 mois, ils ont morflé, les gens. Alors que si les médecins avaient été formés à soigner et à reconnaître, c'est 24 heures de médicaments et on n'a plus rien. Ne serait-ce que reconnaître. Voilà. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre, il faut qu'aujourd'hui les médecins généralistes s'attendent à des maladies tropicales. Là, la bilharziose, les petites filles étaient soignées pour une cystite, hein, parce que ce petit ver parasite, il attraque un petit trou. Et donc la petite fille qui s'y baigne, puis voilà. Mais il faut savoir que les formes cystites, hein, qui touchent la vessie, ça va. Mais aujourd'hui, après, ça peut passer, ça peut remonter jusqu'au cœur. Ça, c'est ce qui se passe en Afrique quand la personne elle reste 2 ans avec ce parasite et finit par mourir. Donc aujourd'hui, formation. Hein. Donc on demande l'ouverture d'un service pathologie tropicale à l'hôpital d'Ajaccio et de Bastia. Ne le dis pas en riant, Christophe. Je pense que, en tout cas pour surveiller les éventuelles maladies qui arriveraient. Ah non, mais quand on le disait, on nous prenait pour des fous. Mais après, quand on va les avoir, nous, on s'attend. On s'attendait pas à la bilharziose, hein, Afrique équatoriale. Alors, ce qu'on ne s'attendait pas, c'était depuis qu'on fait cours, particulièrement dans les domaines du changement climatique et de l'adaptation, de la résilience, parce qu'on commence à en parler un peu, c'est l'accélération de tout ça. C'est-à-dire qu'on disait les choses... On se dit c'est plus tard, et puis oui, finalement... Et en fait, c'est un petit peu comme le GIEC, c'est toujours le scénario du pire qui arrive. Bon après, enfin oui. Non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, en parlant de scénario du GIEC, et pour rester dans les eaux, mais pas les mêmes, il y a encore quelques années, le scénario le pire à envisager, c'était une montée des eaux d'1 mètre en Méditerranée. Aujourd'hui, c'est le plus optimiste, 1 mètre, et le pire, c'est prévu à 3 mètres. On en parlait hors antenne avec Antoine qui me disait 1 mètre, bien sûr, ce sera 1 mètre. Non, mais 1 mètre, c'est évident. Non, c'est évident. C'est quoi les conséquences de ça en Corse ? Puisque peut-être qu'au final, le fait d'être la montagne au milieu de la mer, là pour le coup, ça va peut-être nous épargner bien des tracas. Mais est-ce qu'il va y avoir de lourds dégâts ? Il y a 80% de la population qui vit sur le littoral. Et sur le littoral, il va se passer des choses. Ouais, ça va être catastrophique. Alors, je ne dis pas qu'il y aura des morts, même si, malheureusement, il peut y en avoir. Hein, parce une récession économique, ça peut entraîner des morts. Hein. Non, mais nous, on a regardé un peu sur des dispositifs de modélisation. J'enlève le si, quand le niveau sera 1 mètre au-dessus du niveau actuel, la mer, on n'atterrira plus à Ajaccio, même pas à Bastia. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, se couper de 2 aéroports internationaux ? Tout le monde ira peut-être à Calvi, mais après sur les routes, ça va être le bordel. Hein, voilà. Mais est-ce qu'on peut se couper ? Alors aujourd'hui, on entend parler de digues à Ajaccio. Mais la digue, c'est comme la ligne Maginot, hein, il suffira de passer autour. Hein. Vous savez, l'eau, la digue, Fukushima, il y avait une digue, elle faisait 10 mètres de haut. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant l'augmentation du niveau, il y a la surcote qui fait que les tempêtes sont de plus en plus importantes. Avec des vagues de 9 mètres en Corse. 9 mètres, c'est 3 étages. Et si on voulait se faire un petit peu l'avocat de ça en disant oui, mais des digues en Hollande, ils savent en faire. Parfaitement. Mais oui, ils savent faire ils ont la culture. C'est ça la différence, ils ont la culture. Ça fait depuis fort longtemps qu'ils ont cultivé ça et la digue monte, mais ils ont des pratiques qui font qu'ils sont tout le temps dans l'adaptation et dans la résilience. Et je pense que la notion de résilience même, qui doit être vraiment prise en compte, la résilience, c'est bien la capacité à apprendre de notre adaptation. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'il y a des modèles qui prévoient les mouvements de population en Corse ? Je voyais ça, justement, encore une prévision du GIEC, alors j'imagine à prendre avec des pincettes, qu'il y aurait plus de 1,5 milliard de migration à horizon 2040, il me semble, mais que la plupart de cette immigration serait intra-pays, c'est-à-dire sortir intranational. En ce qui concerne le cas très local de la Corse, cette montée des eaux, sachant que 80% de la population est sur le littoral, est-ce que ça va entraîner des mouvements de population ? Oui, j'imagine, mais
est-ce qu'on a vu dans quelle proportion? Est-ce qu'il y a des modèles qui parlent de ça? Est-ce qu'il y a des gens qui bossent là-dessus? Non, il y a personne qui travaille dessus à notre connaissance. Bon, je vous donne une idée pour un papier. C'est quand même sympa. sympa. Non, mais on a déjà regardé un peu combien ça pouvait coûter avec 2 aéroports internationaux. Si j'avais su, on avait porté parce qu'on a écrit quelque chose. Des stations, les grosses stations d'épuration de Bastia, d'Ajaccio, de Porto Vecchio, on avait fait un truc. On était à 200 ou 300 millions d'euros. Bon, je veux dire, c'est pas grand-chose. Sur la population, bon, l'eau, même si elle arrive sur la place Saint-Nicolas, il n'y a pas trop de maisons en dessous. Donc c'est ça, est-ce qu'on va avoir 100 000 personnes qui vont être obligées de monter à Corté, de monter sur les hauteurs. Quand on regarde la topographie de nos villes, de nos grandes villes sur le littoral. Alors c'est le cas beaucoup pour Bastia, mais pour Ajaccio, non? C'est pas problématique non plus? Non, c'est pas problématique. Oui, bon, les salines, il y a déjà de l'eau. Dès qu'il pleut et dès qu'il y a une tempête, vous avez vu, malgré les travaux qui ont été faits, parce qu'il y a eu un paquet d'argent qui a été investi, hein, mais il y aura à nouveau des voitures, on verra que le toit de la bagnole, hein, on verra que le toit. Alors, est-ce qu'on peut espérer que certaines villas disparaissent? C'est possible ça ou pas? Alors, pour le Lido de la Marane, par exemple, la réponse est simple, c'est oui, les villas sont en sursis. Il faut parler clairement. Hein. Lorsqu'on aura, Antoine parlait tout à l'heure de vagues, il ne faut pas oublier qu'à Bastia, sur le quai des Martyrs, en 2008, on a eu des vagues de 8 mètres. Hein. Ces vagues de 8 mètres, si on a la même chose sur le cordon lagunaire, eh bien, vous allez avoir 2000, 3000, 4000 personnes qui vont être obligées d'évacuer. Aujourd'hui, les assureurs ne veulent plus assurer dans ces zones-là, il faut le savoir. Aujourd'hui, le préfet de Haute-Corse qui est parti, le dernier ou même l'avant-dernier, je ne sais pas, devait attaquer tous les nouveaux permis parce qu'il savait très bien qu'il ne fallait pas continuer à mettre du fric là-dedans. Parce qu'un jour, on vous dit, et puis c'est malhonnête de laisser croire aux gens qui sont dans un endroit. Un jour, avec Christophe, une personne qui avait une maison à côté d'une zone d'érosion, parce qu'il y a aussi l'érosion. Hein. Il y a la montée, puis il y a l'érosion. L'érosion, à cause de plein de phénomènes, mais l'érosion du littoral. Et ce monsieur avait demandé à Christophe, mais qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et Christophe a dit, mais vendez. On n'allait pas dire, faites une digue devant, parce que la digue, elle va être emportée aussi. Hein. Et puis faites une digue. Imaginez devant votre maison une digue de... Bon, la vague de 9 mètres, on va faire 15 mètres. J'aime bien parce que l'idée de vendre, ça ne déplacera que le problème. Hein, non, mais voilà. S'il y a quelqu'un pour acheter. Mais après, c'est malhonnête de dire je vends et je dis vendez la nuit, comme dans le film. Et la préfète, Madame Chevalier, n'a pas de politique particulière vis-à-vis de cette question-là. Qu'est-ce qui se passe dans le sud-est de la France, là? Vous avez eu 2 inondations en une semaine dans la région de Fréjus. Qu'est-ce qu'il y a? On a des constructions partout. L'eau ne peut plus pénétrer dans le sol. Et effectivement, vous avez des inondations. On a les mêmes problématiques dans l'île. C'est les problématiques d'urbanisme. Alors ça, c'est important parce que souvent, les gens associent l'inondation à un débordement de cours d'eau. Alors c'est vrai. Souvent, on est inondé parce que le cours d'eau déborde. Mais en fait, l'inondation, c'est trois facteurs. Le débordement des cours d'eau, le ruissellement urbain. Christophe, il y a quelques années, a fait du kayak dans la rue Boulevard Graziani. Boulevard Graziani, il n'y a pas une rivière dans le Boulevard Graziani. Il y a des photos de ça ou pas? Malheureusement, je n'ai pas de photos, mais le kayak a explosé parce qu'en fait, vous avez des gros cailloux qui descendaient, qui tapaient les voitures et qui vont fracasser le kayak. Et donc, Boulevard Graziani, ce n'est pas une rivière. Et après, le troisième phénomène, et quand on va les mettre ensemble, vous allez voir ce que ça fait au niveau urbanistique, c'est la submersion marine. Là, c'est ce qui se passait quand on a vu les problèmes là sur le continent. Les images en hélico, on voyait que la mer était grosse, les rivières, en ville, ça ruisselait. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des morts, obligatoirement des morts. Donc là aussi, le politique a un rôle important. Et moi, je crois à la pédagogie. Et je dis toujours, pour éviter que les gens viennent casser les pieds aux élus pour un permis de construire dans une zone inondable, il faut mettre des repères de crues. Parce que quand on arrive sur un terrain où on arrive dans une rue et on voit à 2,50 m le niveau de l'eau, là, en 1980, pas avant Jésus-Christ, hein, parce que les affaires, ça s'est passé là en 20 ans, hein, les catastrophes. Hein, enfin, les catastrophes. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait cette pression sympathique
souvent, de quelqu'un qui veut un permis de construire. Moi, je dis toujours au maire de Corté, tu pourras dire « j'ai sauvé la vie de tes enfants, voire de tes petits-enfants, en ne te donnant pas un permis de construire ». Alors, il n'y a pas beaucoup de maires couillus qui tiennent ce discours. Certains Alors le font. justement, au niveau des décisions politiques, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de l'Aquitaine, Christophe. Est-ce qu'il y a des bons exemples et qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ici? Là, je vous demande de balancer, attention. Oh bon, on ne fait pas. Alors, si tout allait si bien, on n'aurait pas tous les ans des gens qui perdent des maisons, qui perdent des bagnoles. Parce qu'on a construit dans le lit de rivière. On a construit dans le lit des rivières. On a laissé les terrains de plus en plus imperméables. Alors qu'aujourd'hui, on peut construire perméable. Aujourd'hui, vous savez, quand on a des places parking, si on fait les pavés, on revient aux pavés d'antan. Les pavés, pas jointifs, l'eau s'infiltre. Aujourd'hui, on passe l'enrobé. Moi, si c'était moi, les personnes qui font de l'enrobé, hein, ils peuvent vendre tout. Hein. Mais qui décide ça? Mais c'est politique. C'est que des choix politiques. Tout à l'heure, la révolution. Mais vous allez les voir. Tout à l'heure, la révolution. Je sais que vous faites beaucoup de vulgarisation. Alors, j'imagine qu'il y a des moments où vous les croisez. Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur posez la question? Ça peut être que les chefs agricoles, eh ben, ils sont sceptiques. Parce qu'ils raisonnent à quoi? Un élu, ça raisonne à 6 ans. Un élu, un président de chambre d'agriculture, ça raisonne à 4 ans. Nous, on essaie de raisonner à 20 ans. Christophe, dis-moi. Moi, je crois qu'il y a eu quand même ces dernières années un phénomène qui s'est passé très important, la responsabilisation des élus à travers la condamnation d'élus à la faute sur maire. C'est la première fois que des élus étaient condamnés, un maire et l'adjoint au maire à l'urbanisme. Et ça a fait prendre en compte à certains élus les risques. Ça peut arriver ici, ça? Bien sûr que ça peut arriver. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas arriver. Alors après, il faut avoir les couilles de dire aux gens qui ont des campings au bord de mer, la seule solution, c'est le repli stratégique. Alors il faut aider les gens. Je ne dis pas, tu as mis 1 million d'euros pendant 30 ans ou 40 ans, c'est toute ta vie, tu vas t'en aller. Parce que la mer ne te veut plus. On ne peut pas tenir ce discours, même si on n'est pas élu. Par contre, on peut essayer d'aider. En disant, bon, on va regarder, c'est un terrain communal, et le camping, tu le feras, tu reculeras de 200 ou 300 mètres. Vous savez, moi, dans le cadre du PADUC, quand il y avait les discussions, j'avais proposé pas la bande des 100 mètres, où il fallait rien faire, la bande des 300 mètres. On vous a bien accueillis. Vous étiez deux là-dessus, on vous a bien accueillis. On nous a pris pour des fous. Mais regardez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est dans cette bande des 300 mètres qu'il y a de la casse. Lorsqu'un jour, une conférence grand public que nous faisions avec Christophe, on nous a parlé des paillotes. Et les paillotes, moi j'ai dit, il vaut mieux qu'elles soient démontables plutôt qu'en dur. Pourquoi? Parce que vous allez voir, quelqu'un un jour va les démonter. Et on m'a dit, qui? Le préfet. Il y avait Bonnet. J'ai dit non, Neptune. Et regardez ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, toutes les paillotes qu'il y a à Ajaccio. Il y avait des paillotes en aglo, hein, des paillotes en dur. Même des restaurants et même en des briques, restaurants. Hein, voilà. Oui, alors, est-ce qu'on va attendre que les gens perdent tout? Parce que c'est même malhonnête envers eux. C'est comme si nous étions des médecins, quelqu'un arrivait avec la gangrène à un pied, et on va dire non, c'est un ongle incarné. On va soigner l'ongle. Non, on va dire il vaut mieux couper le pied, au son tu vas crever. Ben, aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire aux gens et expliquer aux gens que c'est pas demain, mais c'est après-demain l'affaire. Hein. Et après-demain, ça vient vite. C'est quoi la marge de manœuvre de la collectivité? Je dis la collectivité, mais j'ai cru comprendre que justement, par exemple, Christophe, toi, tu connaissais bien des cas extérieurs à la Corse, donc du coup, à d'autres localités. C'est quoi leur marge de manœuvre? Est-ce qu'ils sont obligés d'attendre quelque chose plutôt de l'Europe ou de l'État centralisé, on va dire, de la partie centralisée du gouvernement? Ou est-ce qu'ils ont des marges de manœuvre et lesquelles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, par exemple? Alors, il est évident que les politiques qui doivent être menées doivent être des politiques locales. Il faut que ce soit des politiques locales qui soient adaptées au terrain. On a tous des terrains qui sont particuliers, que ce soit dans le sud-est de la France, la région Aquitaine, avec les problématiques des dunes, ou des problématiques comme on a localement en milieu insulaire. Il ne faut pas trop attendre grand-chose de l'État, parce que c'est systématique un petit peu dans tous les domaines. Je pense qu'il faut essayer de se prendre en main soi-même. De l'État, vous voulez dire de Paris ou de l'État. Ou de l'État même local. De l'État et de ses délégations, hein, même de la préfecture. Je pense que localement, les entités qui vont avoir un rôle à jouer vraiment centraux dans les prochaines années seront les communautés de communes.
Et à travers les communautés de communes, et notamment les PLUI qui sont l'avenir des communautés de communes, justement. je pense qu'il y aura vraiment à creuser dans ce domaine-là. Et j'espère que nombre de nos étudiants donneront un coup de main à l'élaboration de ces PLUI. Parce que justement, j'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, le cas haïtien, où est-ce que dès qu'il y a une catastrophe, si eux, ils ont des guérites, ce qu'on appelle. C'est l'équivalent d'une épicerie, mais pour les habits. Et justement, il y a très souvent du coup des guérites qui disparaissent à cause de telle intempérie, etc. Et le débat, alors moi j'étais au milieu et je faisais la balle, et il me renvoyait, vous voyez. Et il y en avait un qui disait, mais c'est normal que celui qui a perdu sa vie, il a arrêté d'être pêcheur, il a essayé de devenir autre chose, il a perdu cette tentative-là, il a tout perdu, il n'a plus rien à manger, il aille demander à l'État. Et l'autre disait non, il ne doit pas attendre à l'État, il devait être bien assuré. Est-ce que c'est transposable L'assurance, le au problème. au lieu de dire une guérite, on dirait une paillote ou autre chose. Hein. Je crois que le problème des assurances va plus se poser. Les assureurs vont plus assurer dans les milieux délicats. Antoine l'a dit tout à l'heure. On a des chiffres dessus. Nombre de restaurateurs et même ceux qui ont des petites paillotes ne pourront pas être assurés parce que vous avez des grands assureurs qui n'assureront pas. Les assureurs assurent quand ils sont sûrs qu'il arrive presque rien ou presque rien. Oui, c'est quand même le profit, le but. Quoi. Bien sûr. Non, mais après, on en revient à dire qu'est-ce qu'on peut attendre de l'État. Mais moi, je dirais sans critique du gouvernement actuel, mais il ne faut rien attendre de l'État. Pourquoi ? Je rappelle toujours la décentralisation et la déconcentration. Pas pareil. La décentralisation, c'est quand on a la collectivité de Corse avec des pouvoirs. La déconcentration, c'est l'État qui met sur le territoire, Corse en l'occurrence, ses représentants. Donc la préfète et les préfets après, les sous-préfets. Qui ont quand même des pouvoirs sur place. C'est évident, mais il ne faut pas oublier une chose. Les gens oublient. Qui est représentant à une échelle un peu plus inférieure à part les sous-préfets ? Le maire. Le maire d'une commune représente l'État. Le maire représente l'État, mais le maire est élu. Et le maire peut avoir une politique locale, je ne sais pas moi, disons dans une certaine mesure, à mesure du possible dans un monde capitaliste, une politique communiste, s'il le veut. En tout cas, il peut être de parti communiste et pas être d'accord avec... alors que l'administration avant française, de voir... Moi, le dernier préfet que j'ai vu pas d'accord avec le gouvernement, c'est en mai 68, quoi. Et c'était le préfet de police. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas dire c'est la faute de l'État, parce que moi, je veux dire c'est la faute au maire. C'est la faute au maire. Là aussi, il existe... Ils ont une marge de manœuvre qui permet de leur tirer dessus. Qui permet de dire je refuse de signer un permis de construire dans une zone où je sais qu'il y aura des morts. Et comment il... C'est ça. Mais parfait. Comment il le sait ? Il le sait parce qu'il y a des PPRI, des plans de prévention de risque d'inondation. Des PPRI, et les PPRI, ça date des années 70. Hein. Et aujourd'hui, ces PPRI, certains maires avaient demandé la révision en pensant de pouvoir restreindre la zone inondable. Au contraire, là, aujourd'hui, quand les services de l'État se penchent dessus, la zone d'aléa fort, par exemple, augmente, ce qui est une réalité. Hein. Donc les zones dangereuses, au final, après regard. Alors, aujourd'hui, Christophe évoquait les PLUI, donc les plans locaux d'urbanisme à l'échelle intercommunale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le PADUC. Le PADUC, il a déjà blindé un peu. Il a blindé sur les espaces stratégiques agricoles, on pourrait en parler. Voilà, merci. Ou à l'époque, moi j'avais dit, c'est bien de réserver des terres pour l'agriculture, mais à aucun moment on parle de réserver de l'eau pour l'agriculture. C'est-à-dire, on a parlé de partage des terres, on n'a jamais parlé de partage d'eau. Et aujourd'hui, on est obligé d'en parler. Aujourd'hui, il y a 3 micro-régions de Corse qui manquent d'eau déjà. Et dans le PBACC, plan de bassin d'adaptation au changement climatique pour la Corse, il y a le Cap, il y a le Grand Bastia, et il y a, Cap et Grand Bastia, ça fait un, la Balagne et l'extrême sud. Voilà, Porto Vecchio, descend à Bonifacio. Donc ça, c'est des zones qui manquent déjà et qui manqueront de plus en plus. Là, il y a un vrai... Là, ça a été... Donc, politiquement, on sait ce qu'il faut faire. Alors après, quand il y a délivrance de permis de construire, il faut peut-être aujourd'hui qu'on demande des économies d'eau. Vous savez, moi, sur les piscines, on peut parler des piscines. Je peux en parler très bien, j'ai travaillé dans les piscines. Non, mais moi, je peux en parler très bien quand on me dit, je suppose que vous êtes contre la piscine.
J'ai dit, je ne peux pas, j'ai une piscine depuis 30 ans, donc je ne peux pas être contre. Mais je connais quand même, je sais ce que je mets comme eau dans la piscine. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, on devrait obliger et aider, vous allez voir les deux choses, obliger quelqu'un qui construit une maison individuelle et qui va faire sa piscine, obligé de stocker 2 fois le volume de piscine dans son vide sanitaire, avec une bâche souple en récupérant les eaux de pluie. Vous savez que ça marche très bien. Oui, une bâche souple, ça va coûter 4 ou 5 000 euros. Alors, la CDC et peut-être la commune pourrait donner 2 000 euros. Et ben la personne. Donc voilà, Alors, moi aujourd'hui, je m'interdis d'interdire. Je ne suis pas pour couper des têtes. Je suis pour un guide de bonne pratique. Et on peut avoir un guide de bonne pratique. Tout à l'heure, je n'ai pas dit, les agriculteurs, on va leur couper la tête, on va leur donner des sous pour qu'ils aillent jouer aux cartes. Donc non, on va les aider justement, en sélectionnant des espèces. alors, où est-ce qu'il y a des carences dans le coin? Où est-ce qu'il y a des carences et où est-ce que vous donneriez une idée? Ben, on va commencer par on revient sur la carence majeure qui est valable partout dans le monde. Antoine, je vois Christophe qui fait les gros yeux, je précise. Où est-ce qu'il y a des carences dans les politiques locales sur le traitement de l'eau, par exemple, ou le traitement des écosystèmes? Et si vous avez des idées que vous apportez vous-même ou que vous avez vues ailleurs, quelle idée vous donneriez? Premièrement, est-ce que vous les donnez par quel biais? Est-ce que c'est quand vous publiez un papier et vous envoyez une copie à la préfecture, à la CTC? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous rentrez en contact avec le politique pour dire « Hey, moi, qui suis sur le terrain, qui ai la méthode scientifique, je vois ça, ça et ça, vous allez avoir un problème ici, là et là. » Comment vous rentrez en contact? Est-ce qu'on vous écoute? Alors, ouais, Chris. Oui, je pense que ce qui est le plus marquant dans la question que tu me poses, c'est que on est encore une fois de plus... C'est une question un peu naïve. Hein, non. Par rapport à nos actions, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir répondre. Je vais laisser Antoine répondre là-dessus, mais je suis plus sur le volet qu'est-ce qu'il faut faire et où il faut le faire, où c'est qu'il y a des carences. Les carences les plus marquantes sont des carences qui sont dans le rural. Et on revient une fois de plus sur la fracture entre l'urbain et le rural. C'est vrai que la Corse s'urbanise de plus en plus. C'est une évidence de le dire, avec une réalité extrêmement pauvre, une réalité terrible, hein, c'est-à-dire des territoires très étirés. Et c'est là que les besoins sont les plus forts. C'est là que vous avez des stations d'épuration à faire, c'est là que vous avez des réseaux en mauvais état, etc. etc. Et c'est là que les financements sont en déficit majeur. Par parenthèse, sur cette question-là, effectivement, là, vous tapez sur Google pauvreté CTC, je crois que c'est 2016, il y a un rapport qui montre effectivement ce que tu dis là, c'est-à-dire l'extrême pauvreté de la ruralité en Corse. Et depuis la fusion de régions, à chaque fois on est dans le top 3 des régions les plus pauvres, les plus précaires, il me semble les plus pauvres, les plus précaires sur les 3 tranches d'âge de l'étude, c'est-à-dire les personnes... À chaque fois on est dans le top 3 avec le Languedoc-Roussillon et la troisième, je ne m'en rappelle plus. Parenthèse fermée. Voilà. Non, mais sur l'eau, il faut une vraie solidarité amont-aval, une vraie solidarité montagne-plaine. Une vraie solidarité, parce que cette eau, tout à l'heure tu le disais en propos introductif, la Corse, une montagne dans la mer, bon, il y a beaucoup de pluie, il y a 8 milliards de mètres cubes, bon, ça vient de la montagne. Hein. Donc quelque chose qui s'organise entre les mers, pas à un niveau plus centralisé. Moi je crois qu'il faut une organisation par bassin versant. C'est-à-dire, on va prendre une rivière. C'est ce qu'ils font au Canada. Bon, voilà. Une rivière. Ça marche bien, ouais. Bon, c'est-à-dire, ce qui se passe dans le Tavignano, allez, du haut Tavignano, passant par Corté, on arrive à Aléria. On a quelque chose à se dire. Quand même, l'eau, si on la pollue à Corté, comme on le faisait à un certain moment, on la polluait. C'est-à-dire, on disait, allez, buvez notre merde à Aléria. Voilà. Peut-être que, je ne sais pas moi, dans le Risanese, à Sartène, ils s'en foutent de la qualité de l'eau. Donc, pour sensibiliser les élus, pour sensibiliser la population, il faut jouer cette carte-là. Il faut que les politiques soient au niveau pertinent. Ce n'est pas à Paris que ça doit se décider. Ce n'est pas à Lyon, puisqu'on dépend Rhône, Méditerranée, Corse, le conseil d'administration dont je fais partie est à Lyon. Ce n'est même pas à Ajaccio qu'on doit décider comment on va gérer l'eau dans le Cap. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire confiance aux gens. Il faut mettre les gens autour de la table. Si on n'est pas au niveau pertinent, on pourra proposer ce qu'on veut, ça ne marchera pas. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on va proposer, nous les techniciens, et après les politiques, il faut que ce soit accepté. Il faut la notion d'acceptabilité sociale. Il faut expliquer aux gens qu'il faudra même faire des économies.
qu'il faudra peut-être payer l'eau un peu plus cher. Parce que ce qui ne vaut rien, ce qui ne coûte rien, ne vaut rien. Ça coûte pas cher, on peut laisser le robinet. Aujourd'hui, c'est pas pour... Vous savez, l'histoire des compteurs, c'est franchement con. Moi, j'ai toujours dit, il faut poser des compteurs. On m'a dit, oui, toi, tu veux faire payer l'eau plus cher. Non, je veux poser des compteurs pour compter. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on nous demande, nous, docteurs de l'eau, parce qu'on a un doctorat, je plaisante, hein, on nous demande un traitement. Mais on nous dit pas, tu as un thermomètre à mettre dans l'anus à quelqu'un. Non, tu vas le faire au feeling. Donc, nous, le thermomètre dans l'anus, ça va être le compteur. Et le compteur pour compter, pas le compteur pour payer. Toi, Christophe, tu partages ça, oui? Oui, tout à fait. Mais le paradoxe, ce qui est terrible, tout à l'heure, je parlais de la pauvreté dans le rural et des besoins qui sont dans le rural, c'est que le littoral dépend du rural. Je vais vous faire une petite démonstration, peut-être un peu technique. Mais sur Ajaccio, prenons le temps. Sur Ajaccio, par exemple, il pleut moins 500 mm d'eau annuellement. Pourquoi? Parce que vous avez 600 mm de pluie et parce que vous avez ce qu'on appelle une évapotranspiration, c'est-à-dire une évaporation du sol et des végétaux qui est très importante, qui dépasse les 1000 et qui fait que, d'ailleurs, cette évapotranspiration ne fait qu'augmenter ces dernières années, ce qui veut dire que, en fait, nous qui vivons sur le littoral, et j'en fais partie, Antoine peut-être pas, mais moi j'en fais partie, comme 80% du résidu, nous dépendons totalement de l'intérieur. Et ça, c'est en opposition avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le rural qui est si abandonné, c'est lui qui nous délivre l'eau, qui est un facteur de développement. Alors, on va essayer comme de répondre à la question que tu nous as posée. Si demain, on devait donner quelques pistes de réflexion politique pour la mise en œuvre. Si par hasard, ils nous écoutaient. Alors, on nous a un peu écoutés. Allez, moi, habituellement, je suis noir de peau, du moins noir intérieurement. Mais, peau noire, masque blanc. Et donc, à force de dire, regardez les fuites dans les réseaux, 50%. Bon, donc c'est venu. Regardez, on n'arrose plus au feeling. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a une culture, on ne va pas dire « Oh, il semblerait qu'aujourd'hui c'est sec ». Ce n'est pas le feeling. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'ODARC a aidé beaucoup d'agriculteurs à mettre des sondes, des capteurs d'humidité dans le sol. Voilà. Moi, je rêve, I have a dream, aurait dit Martin Luther King, d'avoir tout géré par ordinateur. On l'avait vu avec Christophe quand on était allé à Malte, ou je ne sais plus où c'était tout géré par ordinateur. Et là, le paysan, il n'envoyait pas de l'eau comme ça. D'abord, il n'en avait pas beaucoup. Donc, il fallait envoyer du goutte à goutte. Donc, on en vient de la microaspersion du goutte à goutte. Il faut arrêter les canons à eau parce qu'on n'aura plus d'eau. Voilà, ça, c'est important. Après, je rêve aussi... Quand on fait visiter avec Christophe, nos étudiants, la station d'épuration du Grand Bastia. C'est un tuyau et il y a, de mémoire, 3 millions de mètres cubes par an qui sont... Tu crois plus, Chris? Bon, Christophe dit plus, probablement. Plus de 3 millions de mètres cubes d'eau qui vont directement dans la mer. Eh ben, il suffit de tourner le tuyau, balancer sur la plaine orientale. Il est tard. Et donc, sur la plaine orientale, alors bien sûr, pas une eau pourrie, une eau traitée. C'est la réutilisation des eaux usées traitées, c'est la base. Il faut aller voir, je sais pas, en Israël. Politiquement, ils ne sont pas très bons, surtout avec les Palestiniens. Par contre, en gestion de l'eau, ce sont les meilleurs du monde. C'est-à-dire ils font pousser dans le désert. Bon, la Corse, un jour, ça sera le désert. Mais moi, je ne suis pas pessimiste. On ira voir en Israël, on nous donnera des tuyaux scientifiques. Hein. On a assez de tuyaux, mais bon, des tuyaux pas crevés. Et pas des tuyaux crevés. Et on pourra faire pousser. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour les collapsologues, là. Et donc, en disant, on va tous mourir. Non, on va s'adapter. L'homme est con jusqu'à un certain point. Et moi, je crois... Tout à l'heure, Christophe parlait de la résilience. Je vais prendre une image de l'histoire de la résilience. On sait très bien qu'on va taper dans un mur. Moi, aujourd'hui, je me dis, on a le choix. On va taper à 150 km/h sans protection, ou alors on va taper à 30 km/h avec un airbag et la ceinture. On va taper, mais ce qu'on propose, c'est pour taper à 30 km/h avec airbag et ceinture, c'est-à-dire, bon, ça va, on ne va pas y laisser la peau. Mais il faudra s'adapter, il faudra refaire la calandre. Je pense qu'on arrivera plus vite que ça et qu'on n'aura pas le temps de mettre la ceinture et de déclencher l'airbag. Je vois, il y a quand même des avis, ils bossent ensemble, mais il y a quand même des avis contradictoires. Et vous tournez beaucoup, vous faites beaucoup de vulgarisation, vous touchez beaucoup de public, on en parlait hors antenne aussi bien des
des petites écoles que des filières qui ne sont pas les vôtres à l'université, mais aussi dans le public, pas forcément chez les écoliers ou les lycéens, etc. Est-ce que vous rencontrez des résistances ou des incompréhensions? Racontez-moi votre ressenti là-dessus. Est-ce que finalement le problème vient plus des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, ou des politiques qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre? Non, il y a de moins en moins de climato-sceptiques. Alors c'est vrai que ceux qui viennent nous écouter et connaissent un peu notre discours, bon, peut-être le climato-sceptique ou l'élu, ils ne viennent pas. Donc, je sais pas. En tout cas, ceux qui viennent. Ils vous esquivent parce qu'après, sinon, il est obligé de dire oui, j'étais au courant. Peut-être, voilà. Donc, et aujourd'hui, on tape, entre guillemets, hein, comme on voudrait faire entrer le marteau et faire passer l'idée. Les enfants, les citoyens de demain, moi, je me dis, il faut même taper le citoyen d'aujourd'hui. Hein. Donc, on est plutôt aussi. Et après, même les professionnels, hein, quand on parle à des agriculteurs, et qu'on commence par dire vous êtes ceux qui consomment le plus et polluent le plus, c'est sympa. Bon, ça finit par, on a quand même fait des propositions et on ne tape pas systématiquement sur l'agriculture. Mais force est de constater que c'est l'agriculture qui consomme le plus. Ah, oui, non, mais ça, que l'agriculture consomme, mais au bout d'un moment, si je prends la problématique dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a une direction, alors pas indépendantiste, au moins autonomiste. Si on veut pouvoir s'émanciper de plusieurs manières, à un moment, il va falloir avoir à manger. C'est le début de l'histoire. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui veut de plus en plus d'autonomie de réduire, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui est déjà bas, mais sa production alimentaire? Non, je vois Antoine qui fait non de la tête. Mais... Non, c'est pas, tu imagines, nous on ne demande pas la réduction, on ne demande pas de réduire, on demande de mieux consommer, pas moins consommer d'eau, mieux la consommer. D'abord de ne pas la perdre dans les tuyaux, c'est déjà bien. Et si on ne la perd pas, c'est comme si on doublait notre capacité. De pas avoir une fuite dans le... C'est tout con ça. C'est dire, si on change les tuyaux, ce n'est pas l'agriculteur de changer les tuyaux, c'est encore des décisions politiques. Ça va coûter cher. Ça coûtera toujours moins cher que de faire des grands barrages, voilà, qui ont un impact écologique. Mais nous, aujourd'hui, c'est ça. Et on croit à l'augmentation de la production. Je sais pas moi, la tomate, on cherche des tomates en Corse, on va avoir des tomates corses, ou des aubergines, ou des courgettes. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à dire, tiens, pour l'agriculture, on va utiliser du goutte à goutte, de la micro-aspersion, de la réutilisation des eaux usées. Et moi, je crois à la filière courte, et Christophe aussi, parce qu'on croit à la consommation de carbone et compagnie. Hein. Donc mais ça, moi, je suis pour l'autonomie. Enfin, les filières courtes, ça appellerait plus de consommation locale, non, Christophe? Oui, mais le postulat de base, tout à l'heure, tu disais 2% de ce qu'on consomme. C'est entre 3 et 5%. 3 et 5%, mais il faut bien comprendre que l'agriculture, que ce soit au niveau local et au niveau mondial, alors au niveau mondial, le chiffre actuel, c'est 80% de ce qui est produit va pour nourrir les animaux. 80%. Et au niveau local, on a la même problématique. C'est beaucoup de fourrage, beaucoup de maïs. Une coopérative Donc, bovine. Il est évident que, comme on va nourrir les animaux, et là, on en revient sur les nourritures de demain. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir continuer à se nourrir avec des animaux? Le coût... ou en tout cas, sans aller jusque-là, en tout cas avec de la viande 2 fois par jour. Christophe veut nous faire manger des insectes. Non, je suis absolument pas pour les insectes, j'en mange pas, j'ai horreur de ça. Mais je pense que ça parce qu'il a pas essayé. La viande a un impact énorme au niveau... Je sais pas, par exemple, 1 kilo de steak, c'est 10 mètres cubes. 10 mètres cubes d'eau, 1 kilo de steak. Voilà. 1 kilo de riz, c'est 5 mètres cubes d'eau. Déjà, voilà. Là, on y gagne. Quand même. Voilà, donc, si vous voulez, le problème qui se pose, c'est qu'en Corse, par exemple, on a une consommation, par exemple, Antoine, tu parlais de tomates, 95% des tomates viennent du continent. 99% des pommes de terre viennent du continent, dont la plupart viennent de Pologne. Est-ce qu'on va pouvoir... Exactement, ça pousse, j'en fais pousser dans le jardin. Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça, non, que ce soit les tomates, même les aubergines, à passer d'un pays à l'autre alors qu'on a besoin, et on le sait pertinemment, de circuits courts? Alors oui, pour répondre à ta question, localement,
Et au niveau régional, il y a des politiques à mener, il y a des politiques d'incitation. Je pense aussi qu'il y a des leviers fiscaux qui doivent être activés. Et là, il faut une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre pour pouvoir le faire dans un esprit de décentralisation. Et arrêter cet esprit de jacobinisme qui nous enferme. Je pense que l'esprit girondin serait le bienvenu, avec une pointe de colbertisme qui est très importante. On a dit les mots-clés, j'ai envie de dire. Bon, mais en tout cas, on n'est pas pour la réduction, au contraire. On est pour que la production augmente, mais la bonne production. On en revient sur le guide de bonne pratique. Hein, voilà. Oui, alors Christophe, Antoine, on arrive à la fin de l'émission sur Radio Campus Nébia 90.6 Corté. On va se revoir. On a complètement éludé volontairement la question des émissions, aussi bien locales que globales, hein, bien entendu, et des tendances. On se recroisera certainement pour parler de ça, avec grand plaisir. Alors, Christophe, tu avais une bonne phrase pour terminer. Dis-moi. Oui, pour paraphraser M. Gutiérrez en ouverture de la COP25 à Madrid, nous sommes la génération qui savait. Est-ce que nous allons être la génération qui n'a rien fait? Voilà. Antoine, un dernier mot? Non, c'est vrai qu'on a parlé de quantité d'eau, on n'a pas parlé beaucoup de qualité d'eau. Parce qu'à côté de la quantité, où on a des problèmes avec la quantité, on a aussi des problèmes de qualité. Quand le débit d'une rivière est bas, on a une concentration des polluants. Des polluants, il y en a une... Tu me feras une fiche là-dessus. Ce sera fait. Merci beaucoup Antoine, Christophe. Voilà, c'était très bonne compagnie. Ça fait un plaisir. À bientôt. Merci à beaucoup. Bientôt.